La faible lueur de l'aube filtrait à travers les vieux rideaux du petit appartement de Carmen Vega. Ses doigts, élégants mais marqués par le temps, parcoururent les pages des copies qu'elle avait corrigées jusqu'à tard dans la nuit. L'horloge affichait 5h30 du matin, et Paris commençait à s'éveiller avec le murmure des premiers bus. Carmen observa son reflet dans le miroir, en arrangeant ses cheveux châtains en un chignon simple. Ses yeux, d'un marron profond, reflétaient une intelligence que peu avaient remarquée et une détermination que beaucoup avaient sous-estimée. Sa routine était invariable. Se réveiller avant l'aube, préparer un café, revoir les devoirs de ses élèves et marcher 45 minutes jusqu'au lycée Louis-le-Grand, où elle enseignait les mathématiques depuis 3 ans. Elle ne pouvait pas se permettre le luxe d'une voiture, ni même l'abonnement mensuel au transport en commun. Chaque centime gagné était destiné à payer le loyer de son modeste appartement dans le quartier de Belleville, un quartier populaire du nord-est de Paris, et à envoyer un peu d'argent à sa mère malade à Orléans. Carmen prit son cartable en cuir marron usé, un cadeau de son père avant son décès. À l'intérieur, elle gardait ses plans de cours, méticuleusement élaborés, et quelques problèmes supplémentaires pour les élèves qui montrèrent le plus d'intérêt ou de difficulté. Malgré sa situation économique, sa blouse était impeccablement repassée et ses chaussures, bien qu'usées, brillaient grâce au cirage appliqué la veille. En sortant de l'immeuble, Carmen respira profondément. L'air frais de mai lui remplit les poumons alors qu'elle commençait sa marche quotidienne. Les rues commençaient à se remplir de travailleurs matinaux. Certains la saluaient avec familiarité, d'autres l'ignoraient simplement. Carmen était habituée aux 2 réactions. Pendant toute sa vie, elle avait été invisible pour beaucoup, mais cela n'avait jamais diminué sa passion pour l'enseignement. En arrivant au lycée, Carmen, comme toujours, fut la première à entrer. Le concierge, M. Dubois, un homme âgé au visage affable, lui ouvrit la porte avec un sourire. « Bonjour, mademoiselle Carmen, toujours matinale. »« Bonjour, monsieur Dubois. Comment va votre petite fille? Ses notes en sciences se sont améliorées ?» L'homme sourit largement. « Oui, grâce à ces exercices que vous lui avez préparés. Vous êtes un ange, mademoiselle. » Carmen rendit le sourire, mais dans ses yeux brillait une pointe de tristesse. Pour monsieur Dubois, c'était visible, mais pour la plupart de ses collègues, elle était simplement la professeure étrange qui venait de l'autre côté de Paris. Le lycée Louis-le-Grand était l'un des plus prestigieux de la capitale française. Ses salles de classe avaient éduqué des enfants de diplomates, de politiciens et d'entrepreneurs pendant des générations. Carmen avait obtenu son poste grâce à ses excellentes notes et à une bourse qui lui avait permis d'étudier à l'université de la Sorbonne, mais depuis le premier jour, elle sentait qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. En marchant dans le couloir vers sa salle de classe, un groupe de professeurs conversait animément dans la salle des professeurs. À travers la porte entr'ouverte, Carmen put voir Isabelle Moreau, l'élégante professeure de lettres, gesticulant, avec ses mains ornées de bijoux, tout en racontant son week-end dans une maison de campagne dans la campagne. À côté d'elle, François Dupont, professeur d'histoire et proviseur adjoint, acquiesçait avec intérêt tout en tenant une tasse de café dans une main et caressant de l'autre sa barbe parfaitement taillée. Carmen hésita un instant, envisageant d'entrer et de se joindre à la conversation, mais se souvint des regards condescendants, des silences gênés qui suivaient ses commentaires, la façon dont son accent, légèrement marqué par ses origines modestes, provoquait des sourires dissimulés. Elle décida de continuer son chemin vers la salle 24, où elle commencerait sa journée avec les élèves de première. La salle était vide et silencieuse. Carmen posa son cartable sur la table et commença à écrire au tableau une série d'équations différentielles. Ses mouvements étaient précis, son écriture impeccable. Tout en écrivant, son esprit repassait mentalement les concepts qu'elle allait expliquer ce matin-là. Carmen n'enseignait pas seulement les mathématiques, elle enseignait à penser, à remettre en question, à voir la beauté cachée dans les nombres. Pour elle, chaque équation racontait une histoire, chaque formule cachait un mystère. À 8h25, les premiers élèves commencèrent à entrer dans la salle de classe. Certains bâillaient, d'autres conversaient à voix basse. Peu remarquèrent Carmen qui continuait d'écrire au tableau. Parmi eux se trouvait Paul Leclerc, un jeune homme aux cheveux bouclés et au regard défiant. Il s'assit au dernier rang et sortit son cahier à contre-cœur. « Encore des équations ennuyeuses, prof », commenta-t-il à haute voix, cherchant l'approbation de ses camarades.
Carmen se tourna et regarda directement Paul, sans colère ni impatience, seulement avec une sérénité qui désarmerait n'importe qui. Les équations ont le pouvoir de décrire l'univers, Paul, du mouvement des planètes au battement de ton cœur. Te semble-t-il ennuyeux de comprendre comment le monde fonctionne? Paul détourna le regard, mal à l'aise devant l'intensité de Carmen. Il ne l'admettrait jamais, mais il admirait secrètement sa capacité à réduire des problèmes complexes à des explications claires et précises. À 8h30 précises, Carmen commença son cours. Pendant les 50 minutes suivantes, elle expliqua avec passion et clarté des concepts que de nombreux professeurs d'université trouveraient difficiles. Elle observait attentivement les visages de ses élèves, détectant la confusion ou la compréhension. Elle s'arrêtait pour reformuler lorsqu'elle percevait qu'un élève se perdait et défiait avec des questions supplémentaires ceux qui semblaient saisir rapidement. Pour Carmen, chaque élève méritait la possibilité de comprendre, indépendamment de son attitude ou de ses capacités initiales. À la fin du cours, alors que les élèves sortaient précipitamment, Carmen remarqua que Lucie Martin, une élève timide qui avait l'habitude de s'asseoir au premier rang, restait à sa place, hésitante. « Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose, Lucie ?» demanda Carmen doucement. La jeune fille leva les yeux, ses yeux reflétant de l'insécurité. « C'est que je ne comprends pas pourquoi la solution de cette équation est si importante. Je ne vois pas comment je peux l'utiliser dans la vie réelle. » Carmen sourit et s'assit à côté de Lucie. Pendant les 10 minutes suivantes, elle lui expliqua comment cette même équation était utilisée pour prédire la croissance des populations, pour comprendre la propagation des maladies, même pour calculer comment la chaleur se dissipe. Les yeux de Lucie s'illuminaient à chaque exemple. « C'est fascinant, je ne l'avais jamais vu comme ça », s'exclama Lucie. « Les mathématiques sont le langage caché de l'univers, Lucie, et tu as la capacité de l'apprendre », répondit Carmen, avec sincérité. Alors que Lucie rangeait ses affaires, visiblement plus encouragée, Carmen sentit une présence à la porte. C'était Diego Herrera, le proviseur du lycée, un homme corpulent d'une 50aine d'années dont la présence imposante intimidait élèves et professeurs. « Mademoiselle Vega, puis-je vous parler un instant ?» Son ton était formel, distant. « Bien sûr, monsieur le proviseur », répondit Carmen. Lucie sortit rapidement, lançant un regard nerveux au proviseur en passant à côté d'elle. Diego Herrera entra dans la salle de classe et ferma la porte derrière lui. Son visage restait impassible, mais Carmen put remarquer une lueur étrange, dans ses yeux quelque chose entre la gêne et la satisfaction. « J'ai reçu plusieurs plaintes de parents, » commença-t-il sans préambule. « Ils disent que votre méthode d'enseignement est peu conventionnelle, qu'elle exige trop des élèves. » Carmen sentit une pointe de frustration. « Monsieur le proviseur, mes élèves ont les meilleurs résultats aux épreuves du baccalauréat. Je leur apprends à penser, pas seulement à mémoriser des formules. Je ne remets pas en question vos résultats, mademoiselle Vega. Mais ceci est un lycée avec une tradition. Les parents attendent une certaine uniformité dans les méthodes. » Carmen serra les lèvres. Elle voulait dire tant de choses, que la tradition sans innovation était stagnation, que chaque élève méritait d'être challengé, que l'éducation ne devrait pas être un privilège, mais un droit. Mais elle se contint. Elle avait besoin de ce travail. « J'essaierai de m'adapter davantage au programme établi », concéda-t-elle finalement. Diego acquiesça, apparemment satisfait. « Ah, et une chose de plus. La réunion du conseil des professeurs a été avancée à cet après-midi. À 4 heures précises. Veillez à y assister. Nous traiterons de sujets importants. » Avec ces mots, le proviseur sortit de la salle de classe, laissant Carmen avec une sensation d'inquiétude. Les réunions du conseil étaient généralement des exercices de bureaucratie fastidieuse, où sa voix était rarement entendue ou valorisée. Le reste de la matinée se déroula normalement. Carmen donna 3 autres cours, mangea un petit sandwich qu'elle avait préparé chez elle, tout en corrigeant quelques devoirs, et consacra son heure libre à aider un groupe d'élèves qui se préparait pour un concours régional de mathématiques. À 4 heures précises, Carmen entra dans la salle des professeurs. La plupart de ses collègues étaient déjà là, discutant en petits groupes. Personne ne l'invita à se joindre à leur conversation. Alors elle s'assit seule dans un coin, sortant un cahier pour prendre des notes. Le proviseur entra et tout le monde se tut. À ses côtés se trouvait Sophie Alcantara, la responsable des études, une femme d'âge moyen aux cheveux teints en blond
et aux lunettes à monture chère. Son expression, habituellement hautaine, semblait étrangement tendue. « Bonsoir à tous », commença Diego. « Aujourd'hui, nous devons traiter d'une affaire délicate. » Il fit une pause, ses yeux parcourant la salle jusqu'à s'arrêter sur Carmen. « Nous avons découvert que quelqu'un a eu accès non autorisé aux épreuves finales du baccalauréat. » Un murmure parcourut la salle. Les épreuves du baccalauréat étaient cruciales pour l'avenir scolaire des élèves. Toute fuite pourrait entraîner un scandale majeur. « Comment est-ce possible ?» demanda Isabelle Moreau. « Ces examens sont enfermés dans votre bureau, monsieur le proviseur. »« En effet, » répondit Diego. « Et seules 5 personnes ont accès à cette clé, Sophie, les 3 chefs de département et moi-même. Cependant, ce matin, lors d'une vérification de routine, nous avons découvert que les scellés de sécurité étaient brisés et qu'une copie de l'épreuve de mathématiques manquait. » Tous les yeux se dirigèrent instinctivement vers Carmen, la seule professeure de mathématiques présente à la réunion. Elle sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une coïncidence ou quelque chose de plus sinistre? « Naturellement, » continua Diego, « nous avons entamé une enquête interne. Les caméras de sécurité seront vérifiées et tout le personnel concerné sera interrogé. Avez-vous une idée de qui cela pourrait être ?» demanda François Dupont, le proviseur adjoint. Diego échangea un regard avec Sophie avant de répondre. « Nous avons quelques soupçons, mais nous ne porterons pas d'accusation sans preuve concluante. » Le reste de la réunion se concentra sur des mesures de sécurité supplémentaires et sur la manière de procéder si la fuite était effectivement confirmée. Carmen n'écoutait presque pas. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, reliant les points. L'anticipation soudaine de la réunion, l'attitude étrange du proviseur ce matin-là, les regards furtifs de certains collègues, quelque chose clochait. À la fin de la réunion, alors que les professeurs se dispersaient, Carmen s'approcha de Diego. « Monsieur le proviseur, j'aimerais vous parler en privé de cette affaire. » Diego parut momentanément surpris, mais reprit rapidement son sang-froid. « Je crains que ce ne soit pas possible pour le moment, mademoiselle Vega. J'ai d'autres engagements. Demain, peut-être. » Sans attendre de réponse, il s'éloigna rapidement, laissant Carmen sur sa faim. De retour dans sa salle de classe pour récupérer ses affaires, Carmen trouva Lucie qui l'attendait dans le couloir. « Professeur Vega, » dit la jeune fille, sa voix à peine un murmure, « j'ai entendu des choses à propos des examens volés. » Carmen regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne les écoutait. « Qu'avez-vous exactement entendu, Lucie ? » « Ils disent que les caméras de sécurité vous montrent entrer dans le bureau du proviseur hier soir. Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Vous ne feriez jamais ça. » Carmen sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle savait parfaitement que la veille, après les cours, elle était rentrée directement chez elle et n'était pas sortie de toute la nuit. Quelqu'un fabriquait des preuves contre elle. « Lucie, c'est très important. Qui vous a dit ça? »« Je l'ai entendu en passant devant la salle des professeurs. Mademoiselle Alcantara disait ça à Monsieur Dupont. Ils avaient l'air contents. » Carmen hocha lentement la tête, traitant l'information. « Merci de me l'avoir dit, Lucie. Maintenant, vous devriez rentrer chez vous, et s'il vous plaît, ne commentez pas cela avec qui que ce soit d'autre. » En regardant la jeune fille s'éloigner, Carmen prit une décision. Elle n'allait pas attendre passivement d'être accusée. Elle avait besoin de découvrir ce qui se passait réellement. Cette nuit-là, dans son petit appartement, Carmen ne pouvait pas trouver le sommeil. Son esprit brillant, qui avait toujours été sa plus grande force, travaillait désormais frénétiquement pour comprendre la situation. Elle savait qu'elle était perçue comme une intruse au lycée Louis-le-Grand, non seulement parce qu'elle venait d'un quartier populaire, mais aussi pour ses méthodes d'enseignement, pour son refus de se conformer à la médiocrité, pour sa conviction que chaque élève, quelle que soit son origine ou sa position sociale, méritait la meilleure éducation possible. Elle savait également qu'elle avait suscité du ressentiment chez certains collègues. Isabelle Moreau, en particulier, semblait particulièrement contrariée lorsque les élèves commentaient à quel point ils appréciaient les cours de mathématiques, une matière traditionnellement redoutée. François Dupont, pour sa part, avait fait des remarques désobligeantes sur ses vêtements et son accent à plusieurs reprises. Et Sophie Alcantara, la responsable des études, n'avait jamais caché son dédain pour ce qu'elle appelait les professeurs aux idées progressistes. Mais de là à monter une conspiration pour l'incriminer dans un vol, pourquoi irait-il si loin?
Que gagnait-il à sa chute? Carmen se leva du lit et alluma son vieil ordinateur. Durant ses années universitaires, elle avait développé un intérêt pour la cryptographie et les schémas mathématiques appliqués à la sécurité informatique. Elle n'avait jamais imaginé que ces connaissances lui seraient utiles dans une situation comme celle-ci. Elle commença à écrire dans un cahier tous les détails qu'elle connaissait. L'heure approximative à laquelle elle aurait été vue entrant dans le bureau du proviseur, qui avait accès aux clés de la vitrine des examens, l'emplacement, des caméras de sécurité selon ses souvenirs. Puis elle ajouta les horaires des cours, les routines connues des professeurs suspects, les événements récents qui pourraient être pertinents. Pendant qu'elle organisait ces données, un schéma commença à émerger. Les épreuves du baccalauréat ne déterminaient pas seulement l'avenir des élèves. Elles influençaient également le prestige et les primes des professeurs. Le département de mathématiques, sous sa direction, avait considérablement amélioré ses résultats au cours des 2 dernières années, tandis que d'autres départements avaient maintenu, voire diminué leurs performances. Et puis il y avait le fait que Diego Herrera, le proviseur, prenait sa retraite à la fin de cette année scolaire. François Dupont, en tant que proviseur adjoint, était le candidat naturel pour lui succéder, mais il avait besoin du soutien du conseil d'administration, et les résultats scolaires pesaient considérablement dans cette décision. À 3 heures du matin, Carmen avait une théorie. On la sabotait pour affecter les résultats du département de mathématiques et ainsi renforcer la position de Dupont auprès du conseil. Le vol des examens n'était qu'une excuse pour la destituer avant le baccalauréat, ce qui permettrait à quelqu'un d'autre, probablement Sophie, de prendre le contrôle du département dans cette période critique. C'était une théorie audacieuse, mais cohérente avec toutes les données. Maintenant, elle avait besoin de preuves, et elle savait exactement où les chercher. Le lendemain matin, Carmen arriva au lycée encore plus tôt que d'habitude. Monsieur Dubois, surpris de la voir à cette heure-là, lui ouvrit la porte avec une expression inquiète. « Mademoiselle Carmen, tout va bien? Vous avez mauvaise mine. »« Juste un peu d'insomnie, monsieur Dubois. Rien de grave, » répondit-elle avec un sourire forcé. « Au fait, savez-vous si les enregistrements des caméras de sécurité sont stockés? Ici au lycée ou dans une entreprise extérieure ?» Le concierge leva un sourcil, intrigué par la question. « Les enregistrements sont conservés sur le serveur de la cave. Monsieur Molina, le technicien informatique, s'occupe de tout ça. Mais il ne vient que les lundis et jeudis. » Carmen hocha la tête, traitant l'information. Aujourd'hui, c'était mercredi. Si elle voulait accéder à ces enregistrements, il faudrait qu'elle le fasse sans aide professionnelle. « Merci, monsieur Dubois. Une dernière curiosité. Les caméras enregistrent-elles en continu ou y a-t-il des moments où elles s'arrêtent, pour la maintenance ou quelque chose de similaire ?» L'homme se gratta la barbe, pensif. « Eh bien, il y a une réinitialisation quotidienne à 3 heures du matin. Ça ne dure que quelques minutes, mais pendant ce temps, il n'y a pas d'enregistrement. C'est quelque chose d'automatique que monsieur Molina a programmé. » Carmen sourit. Une lacune de 2 minutes dans la surveillance. Ce n'était pas beaucoup, mais pour quelqu'un avec des plans soigneusement calculés, cela pourrait suffire. Son premier cours ce jour-là était à 9h30, ce qui lui laissait du temps pour une brève enquête. Elle descendit à la cave avec l'excuse de chercher du matériel pédagogique ancien, ce qu'elle faisait occasionnellement. Le serveur se trouvait dans une petite pièce au fond, protégée par une simple serrure de sécurité. Carmen savait qu'elle ne pouvait pas y entrer sans autorisation, mais ce n'était pas non plus nécessaire. Son plan était différent. Elle retourna dans sa salle de classe et commença à préparer ses cours comme n'importe quel autre jour. Cependant, son esprit continuait à travailler sur l'énigme. Pendant son heure libre, elle se rendit à la bibliothèque du lycée où étaient conservés les journaux et revues locaux. Elle cherchait toute nouvelle concernant sa situation ou le lycée, et elle la trouva. Un petit article dans un journal de la semaine précédente annonçait que le lycée Louis-le-Grand avait été sélectionné pour un programme pilote d'éducation numérique, financé par une importante fondation. Le programme comprenait une subvention importante qui serait distribuée en fonction des résultats scolaires de chaque département. De l'argent. Il s'agissait toujours d'argent. À 11h45, pendant la récréation, Carmen se rendit dans la salle des professeurs pour consulter son casier. En entrant, elle trouva Isabelle Moreau et Sophie Alcantara conversant à voix basse près de la cafetière. Toutes les deux se turent brusquement en la voyant. « Bonjour !»
salua Carmen normalement, se dirigeant directement vers son casier. « Carmen, dit Sophie d'un ton qui se voulait décontracté, le proviseur veut vous voir dans son bureau à 13h. C'est à propos de l'affaire dont nous avons parlé hier. » Carmen se tourna pour la regarder, gardant son expression neutre. « Bien sûr, j'y serai. » Tout en ramassant quelques papiers dans son casier, elle entendit Isabelle murmurer à Sophie « Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» Carmen fit semblant de ne pas entendre. Les cours suivants se déroulèrent comme dans un rêve. Carmen expliquait des problèmes de calcul, répondait aux questions, assignait des exercices, le tout avec une apparence de normalité, mais son esprit était ailleurs, se préparant à l'affrontement qui s'annonçait. À 13h précises, elle frappa à la porte du bureau du proviseur. La voix de Diego résonna de l'intérieur. « Entrez !» En entrant, Carmen découvrit que non seulement Diego était là, François Dupont et Sophie Alcantara étaient également présents, assis de part et d'autre du proviseur. Leurs visages montraient un mélange de gravité et, dans le cas de François, une lueur de satisfaction mal dissimulée. « Mademoiselle Vega, commença Diego, je crains que nous devions parler d'une affaire très sérieuse. » Carmen resta debout, le dos droit et le regard clair. « J'écoute, monsieur le proviseur. » Diego ouvrit un dossier devant lui et en sortit plusieurs photographies. Il les étendit sur la table, l'invitant à les regarder. C'étaient des captures des caméras de sécurité. On y voyait une silhouette féminine, de dos, entrant dans le bureau du proviseur. L'image était floue, mais la carrure et les cheveux, attachés en chignon, étaient similaires à ceux de Carmen. Ces images ont été prises avant-hier à 19h35, expliqua Diego. Comme vous pouvez le constater, elles montrent quelqu'un entrant dans mon bureau en dehors des heures autorisées. Les analyses préliminaires suggèrent qu'il s'agit de vous. Intéressant, répondit Carmen calmement. Puis-je voir l'image? De face ou une image qui montre clairement mon visage. Les trois échangèrent des regards gênés. Malheureusement, la personne a habilement évité de montrer son visage aux caméras, expliqua Sophie. Mais les circonstances et les preuves supplémentaires pointent clairement dans votre direction. Quelles preuves supplémentaires? Demanda Carmen. François s'éclaircit la gorge. Lors d'une fouille de sécurité effectuée ce matin, une copie de la clé de mon bureau a été trouvée dans votre cartable. Une clé que seules les 5 personnes autorisées sont censées posséder. Carmen sentit son cœur s'accélérer, mais garda son expression sereine. Une fouille de mon cartable? Avec quelle autorisation? En tant que proviseur adjoint, j'ai le pouvoir d'ordonner des fouilles lorsqu'il existe une suspicion fondée d'activités illégales, répondit François avec un air de supériorité. Carmen hocha lentement la tête. Je comprends. Et dites-moi, monsieur Dupont, cette fouille a-t-elle été dûment documentée? Y a-t-il des témoins? Le protocole établi par le rectorat a-t-il été suivi? Le sourire de François vacilla, légèrement. Tout a été fait conformément à la réglementation. J'aimerais voir cette documentation si ce n'est pas trop vous demander, insista Carmen. Ce n'est pas pertinent pour le moment, intervint Diego. L'important est que nous ayons suffisamment de preuves pour prendre des mesures disciplinaires. Mademoiselle Vega, vous êtes suspendue de vos fonctions d'enseignante jusqu'à la fin de l'enquête. Carmen conserva son sang-froid, bien qu'au fond, elle ressent un mélange d'indignation et de détermination croissante. Puis-je savoir qui prendra en charge mes cours pendant mon absence? Nous sommes à un moment crucial pour les étudiants qui se préparent au baccalauréat. Mademoiselle, Alcantara assumera temporairement la direction du département de mathématiques, répondit Diego, et nous trouverons un remplaçant adéquat pour vos cours. Carmen hocha la tête, reliant d'autres pièces du puzzle. Sophie n'avait pas de formation spécifique en mathématiques, sa spécialité était la physique. Mais en tant que responsable des études, elle avait l'autorité d'influencer les critères d'évaluation et la préparation finale des élèves. « Puis-je récupérer mes affaires ?» demanda Carmen. « Bien sûr, » répondit Diego. « Monsieur Dubois vous accompagnera. Vous devez remettre vos clés du lycée avant de partir. » Carmen se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Une dernière question, si vous me le permettez. La personne sur les images est-elle entrée dans le bureau avec une clé, n'est-ce pas ?» Tous les trois hochèrent la tête, confus par la question. « Curieux, » dit Carmen, « car si je devais entrer illégalement dans un bureau, sachant qu'il y a des caméras de sécurité,
Je n'utiliserai certainement pas une clé qui pourrait m'incriminer plus tard. C'est juste une observation. Les laissant avec cette réflexion, Carmen sortit du bureau. Monsieur Dubois l'attendait dehors, son visage reflétant la tristesse et la confusion. « On m'a demandé de vous accompagner, mademoiselle Carmen. »« Je sais, monsieur Dubois. Ne vous inquiétez pas, vous faites juste votre travail. » En marchant vers sa salle de classe, Carmen remarqua les regards des élèves et des professeurs. Les nouvelles voyageaient vite dans un environnement clos comme le lycée. Certains la regardaient avec dédain, d'autres avec pitié, quelques-uns avec une réelle inquiétude. Dans sa salle de classe, Carmen ramassa ses affaires avec un calme méticuleux. Ses livres, son matériel pédagogique, les lettres de remerciement, d'anciens élèves qu'elle conservait dans un tiroir. Elle rangea le tout soigneusement dans son cartable et dans une boîte en carton que M. Dubois avait apportée pour elle. Quand elle eut terminé, elle trouva plusieurs de ses élèves qui l'attendaient devant la salle de classe. Parmi eux se trouvait Lucie, et à sa grande surprise, Paul. « Professeur Vega, » commença Lucie, sa voix tremblante, « nous ne pensons pas que vous ayez fait ça. C'est injuste ce qu'ils font. » Paul hocha la tête, inhabituellement sérieux. « Vous êtes la seule à nous traiter comme si nous pouvions réellement comprendre quelque chose de complexe. Les autres veulent juste qu'on mémorise et qu'on réussisse. » Carmen sentit une vague d'émotion, mais se contint. « Merci pour votre soutien. Mais maintenant, vous devez vous concentrer sur vos études. Le baccalauréat est important pour votre avenir. »« Mais qui va nous enseigner comme vous ?» demanda Lucie au bord des larmes. « Parfois, les meilleures leçons ne viennent pas des livres ni des salles de classe, » répondit Carmen, « mais de la façon dont nous affrontons l'injustice et défendons la vérité. Ne vous inquiétez pas pour moi. Concentrez-vous sur ce qui est important. » Avec un dernier signe d'adieu, Carmen suivit M. Dubois vers la sortie. En passant devant la salle des professeurs, elle vit Isabelle Moreau l'observer avec un mélange de triomphe et de culpabilité. Carmen lui soutint le regard brièvement avant de continuer son chemin. À l'entrée du lycée, elle remit ses clés à M. Dubois. L'homme, visiblement mal à l'aise avec son rôle dans cette situation, murmura « Ce n'est pas juste, mademoiselle Carmen. Tout le monde sait que vous ne feriez pas une chose pareille. La justice prend parfois du temps, monsieur Dubois, mais elle finit par arriver. Prenez bien soin de vous, et merci pour tout. » Avec ces mots, Carmen Vega quitta le lycée Louis-le-Grand, apparemment vaincue, mais avec une détermination renouvelée dans son cœur. Car ce que personne ne savait, ce que personne n'avait remarqué au cours de ces 3 années là-bas, c'était que Carmen n'était pas seulement une professeure dévouée, avec un talent particulier pour les mathématiques. C'était un esprit brillant, avec un quotient intellectuel de 165, un don qu'elle n'avait jamais vanté mais qu'elle utiliserait désormais pour défendre son innocence et découvrir la vérité. Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. En continuant, en marchant vers son appartement sous le soleil printanier de Paris, Carmen repassa mentalement les événements de la matinée. Les preuves apparentes contre elle étaient solides pour n'importe quel observateur occasionnel. Les images de sécurité, la clé trouvée dans son cartable, même son statut d'outsider dans le lycée Louis-le-Grand, élitiste, faisaient d'elle une suspecte parfaite. Mais Carmen voyait des schémas là où d'autres ne voyaient que du chaos. Son esprit mathématique détectait des incohérences, des connexions improbables, des séquences illogiques. Et dans cette conspiration contre elle, il y en avait plusieurs. En arrivant à son appartement, la première chose qu'elle fit fut d'ouvrir son ordinateur et de créer un nouveau document. Elle intitula le fichier « Analyse de la situation » et commença à énumérer méthodiquement tous les faits connus. Quelqu'un avait volé une copie de l'épreuve de mathématiques pour le baccalauréat. Les caméras de sécurité montraient une femme de dos semblable à elle entrant dans le bureau du proviseur. Une copie de la clé du bureau avait soi-disant été trouvée dans son cartable lors d'une fouille sans témoin. Le lycée avait été sélectionné pour un programme pilote avec un financement important. Diego Herrera prenait bientôt sa retraite et François Dupont était le candidat naturel pour lui succéder. Sophie Alcantara avait pris le contrôle du département de mathématiques en son absence. Les caméras de sécurité avaient une période d'inactivité de 2 minutes par jour à 3 heures du matin. Carmen ajouta à sa liste les questions clés, auxquelles elle devait répondre.
Qui aurait accès au système de caméra pour manipuler les enregistrements? Comment la clé est-elle arrivée dans son cartable? Qui bénéficiait réellement de sa destitution? Les preuves supplémentaires mentionnées par François existaient-elles vraiment? Après avoir terminé son analyse initiale, Carmen comprit qu'elle avait besoin d'aide. Seule, elle ne pourrait pas accéder à certaines informations ou à certains lieux. Elle avait besoin d'alliés. Sa première pensée alla à Manuel Torres, un ancien camarade de l'université qui travaillait désormais comme avocat spécialisé en droit du travail. Carmen hésita un instant avant de l'appeler. Cela faisait presque 1 an qu'il ne s'était pas parlé depuis que Manuel lui avait confessé des sentiments qu'elle ne pouvait pas partager, mais la situation était désespérée. « Carmen ?» La voix de Manuel sonnait surprise à l'autre bout du fil. « Comment vas-tu? Ça fait un bail. »« J'ai besoin de ton aide, Manuel, » répondit-elle directement. « Je suis dans le pétrin. » Pendant la demi-heure suivante, Carmen lui expliqua en détail sa situation. Manuel écouta attentivement, interrompant occasionnellement pour poser des questions pertinentes. « Ce qu'ils font est clairement illégal, » conclut-il lorsqu'elle eut terminé son récit. « La fouille de ton cartable sans témoin ni autorisation judiciaire, la suspension sans procédure adéquate. On peut contester. Tout ça. »« Je ne veux pas seulement contester, Manuel, » répondit Carmen avec détermination. « Je veux découvrir qui est derrière tout ça et pourquoi. Je ne me contente pas de blanchir mon nom. Je veux que justice soit rendue. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil avant que Manuel ne réponde. « Je comprends. Dans ce cas, nous aurons besoin de plus que des arguments juridiques. Nous aurons besoin de preuves. » « Exactement, et j'ai un plan pour en obtenir. » Dans les jours qui suivirent, Carmen travailla sans relâche. Pendant que Manuel préparait les recours juridiques contre sa suspension, elle se consacra à enquêter sur tout ce qui concernait le lycée Louis-le-Grand, ses finances, sa structure, de pouvoir, les relations entre les principaux acteurs de cette affaire. Elle découvrit que la fondation qui finançait le programme pilote d'éducation numérique était dirigée par un ancien camarade de promotion de François Dupont. Elle trouva également que, au cours des derniers mois, Sophie Alcantara avait accumulé des dettes importantes en raison de la maladie de son mari, qui avait besoin d'un traitement coûteux non couvert par la sécurité sociale. Isabelle Moreau, quant à elle, avait l'ambition de devenir responsable des études, lorsque Sophie serait promue proviseur adjoint après la promotion de François. Un changement de pouvoir en cascade qui n'était possible que si Diego Herrera recommandait François comme son successeur. Le puzzle commençait à prendre forme. Le 4e jour de son enquête, Carmen reçut une visite inattendue. Lucie Martin, son élève, était à la porte de son appartement, nerveuse mais déterminée. « Professeur Vega, j'ai découvert quelque chose que je crois que vous devriez savoir. » Carmen l'invita à entrer intriguée. Le petit appartement rempli de livres et de papiers organisés méticuleusement reflétait l'esprit ordonné et curieux de son occupante. « Comment avez-vous trouvé mon adresse, Lucie ?» demanda Carmen en servant 2 verres d'eau. « Je l'ai cherché dans les registres du secrétariat quand personne ne regardait, » confessa la jeune fille, rougissant légèrement. « Je sais que je n'aurais pas dû le faire, mais c'est important. » Carmen hocha la tête, impressionnée par l'initiative de son élève. « Qu'avez-vous découvert ?» J'ai entendu une conversation entre mademoiselle Alcantara et monsieur Dupont. Ils parlaient d'une défaillance du système de caméra, quelque chose à propos d'un temps mort dont ils avaient à profiter. Et ils ont mentionné que mademoiselle Moreau avait été celle qui avait glissé la clé dans votre cartable pendant le cours de lettres, quand vous étiez au laboratoire pour aider le groupe qui préparait le baccalauréat. Carmen traita cette information, l'intégrant à sa théorie. Elle avait désormais un indice concret sur la façon dont la clé était arrivée dans son cartable, mais elle avait toujours besoin de preuves tangibles. « Lucie, ce que vous faites est très courageux, mais aussi dangereux. Si on vous découvre en train d'espionner, ça ne m'importe pas, » interrompit la jeune fille avec fermeté. « Ce qu'ils vous font est injuste, et en plus, il y a autre chose. » Lucie sortit de son sac à dos une petite clé USB. « Mon père travaille dans la sécurité informatique. Il m'a appris quelques trucs sur les systèmes de surveillance. Le lycée utilise un logiciel assez ancien pour les caméras. Il a une vulnérabilité connue. Si vous savez exactement quand la réinitialisation quotidienne a lieu, vous pouvez insérer des fragments d'enregistrement précédents
sans qu'il y ait de traces de la modification. Carmen prit la clé USB, stupéfaite. « Comment savez-vous tout ça ?»« Parce que j'ai vu M. Molina, le technicien informatique, l'expliquer à M. Dupont il y a quelques mois. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, mais maintenant... » Lucie fit une pause. « Dans cette clé, il y a un programme que mon père a conçu pour détecter les manipulations sur les enregistrements de sécurité. Peut-être que cela pourra vous être utile. » Carmen regarda son élève avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Lucie, c'est extrêmement utile, mais je ne veux pas vous impliquer davantage. C'est mon combat, pas le vôtre. » La jeune fille secoua la tête. « Avec tout mon respect, professeur, c'est aussi mon combat. Vous m'avez appris que les mathématiques ne sont pas seulement des nombres, mais des outils pour comprendre et changer le monde. Maintenant, j'applique cette leçon. » Carmen ne put s'empêcher de sourire devant la détermination de son élève. « Très bien. Mais promets-moi que tu seras extrêmement prudente. Et pas question de pirater des systèmes ni de faire quoi que ce soit d'illégal, d'accord ?»« Promis, » répondit Lucie avec sérieux. Le soir même, Carmen appela Manuel pour le tenir au courant des nouvelles découvertes. L'avocat avait obtenu une réunion avec l'inspecteur d'académie pour le lendemain où il présenterait un recours formel contre la suspension. « C'est excellent, Carmen, » dit Manuel après avoir écouté les nouvelles informations. « Mais nous avons encore besoin de preuves concrètes de la manipulation des enregistrements. Sans ça, ce ne sont que des conjectures. Je sais, et j'ai une idée pour les obtenir. » Carmen lui expliqua son plan. Elle devait accéder au serveur où étaient stockés les enregistrements de sécurité. Avec le programme fourni par Lucie, elle pourrait analyser les fichiers et détecter toute manipulation. Mais pour cela, elle avait besoin d'entrer dans le lycée sans être vue. « C'est trop risqué, » objecta Manuel. « Si on te découvre en train d'entrer illégalement, tu perdras toute possibilité de retrouver ton poste. »« Je n'entrerai pas illégalement, » répondit Carmen. « Monsieur Dubois me doit une faveur. Sa petite fille aurait redoublé sa classe, si ce n'était pas grâce aux cours supplémentaires que je lui ai donnés l'année dernière. Malgré tout, c'est risqué. Laisse-moi gérer ça par les canaux légaux. Je peux demander que les enregistrements soient conservés comme preuve. D'ici à ce que cette demande soit approuvée, ils auront peut-être tout effacé. Non, Manuel, il faut que ce soit maintenant, et il fallait faire vite, il fallait que ce soit fait. » Après une longue discussion, Manuel finit par accepter, même s'il insista pour l'accompagner. Carmen accepta à contre-cœur. Il était vrai qu'un témoin pouvait être utile si les choses se compliquaient. Ce soir-là, à 21h, Carmen et Manuel se retrouvèrent dans un café près du lycée. De là, Carmen appela M. Dubois. « Monsieur Dubois, c'est Carmen Vega. » Elle fit une pause, écoutant la réponse de l'autre côté. « Oui, je vais bien, merci de demander. J'ai besoin de vous demander un énorme service et je comprendrai parfaitement si vous ne pouvez pas m'aider. » À son grand soulagement, le princesse concierge accepta sans hésiter. Il croyait toujours à l'innocence de Carmen et était prêt à l'aider à le prouver. À 22h30, lorsque le lycée était officiellement fermé et vide, M. Dubois les reçut dans une entrée latérale rarement utilisée. « Vous devez être rapides et discrets, » avertit l'homme alors qu'il les guidait dans des couloirs sombres. « Le gardien de nuit fait sa ronde toutes les heures. La prochaine est à 23h15. » Il les conduisit jusqu'à la cave, où se trouvait le serveur. Utilisant sa clé maîtresse, il ouvrit la porte de la petite pièce pleine d'équipements informatiques bourdonnants. « Je vous donne exactement 25 minutes, » dit-il. « Après, il faudra partir, quel que soit le résultat. » Carmen hocha la tête avec gratitude. « C'est plus que suffisant, merci, monsieur Dubois. » Une fois seule, Carmen s'assit devant l'ordinateur principal et connecta la clé USB que Lucie lui avait donnée. Manuel surveillait la porte, tendu et nerveux. « Tu sais ce que tu fais ?» demanda-t-il à voix basse. « À peu près, » répondit Carmen alors qu'elle naviguait dans le système. « Ma spécialité, ce sont les mathématiques, mais j'ai passé un été à travailler sur un projet de sécurité informatique pendant mes études. » Après plusieurs tentatives, Carmen réussit à accéder aux fichiers des caméras de sécurité. Elle chercha les enregistrements du jour où elle aurait soi-disant été vue entrant dans le bureau du proviseur et exécuta le programme d'analyse. Pendant que le logiciel travaillait, Carmen examina d'autres fichiers du système. À sa grande surprise, elle trouva un registre des accès qui montrait qui s'était connecté au serveur et quand. Et là, il était. François Dupont avait accédé
au système 3 fois au cours de la semaine dernière, ce qui était inhabituel pour quelqu'un sans responsabilité technique directe. Le programme d'analyse finit par donner ses résultats. L'enregistrement qui la montrait entrant dans le bureau avait été manipulé. La silhouette qui apparaissait était en réalité une combinaison de 2 enregistrements différents. Le corps appartenait à un enregistrement du mois précédent, tandis que les cheveux et la posture avaient été modifiés numériquement pour ressembler à ceux de Carmen. « Je l'ai !» s'exclama-t-elle à voix basse. « La preuve de la manipulation. » Rapidement, ils copièrent les fichiers pertinents, y compris le registre des accès sur la clé USB. Juste au moment où ils terminaient, ils entendirent des pas approcher dans le couloir. « Le gardien !» chuchota Manuel. « Il arrive plus tôt que prévu. » Carmen déconnecta la clé USB et éteignit l'ordinateur. Il n'y avait pas d'échappatoire. La seule porte était aussi la seule entrée, et les pas approchaient inexorablement. Dans un éclair d'inspiration, Carmen se souvint que M. Dubois avait mentionné que le gardien de sécurité était nouveau. Il ne connaîtrait probablement, c'est pas tous les professeurs. « Suis-moi », murmura-t-elle à Manuel tout en ajustant ses vêtements et en adoptant une posture plus assurée. La porte s'ouvrit et un gardien en uniforme les regarda avec surprise et suspicion. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» Carmen fit un pas en avant, projetant une autorité qu'elle gardait normalement secrète. « Je suis Sophie Alcantara, responsable des études, et voici M. Fernandez, du service technique. Nous vérifions le serveur en raison de certaines anomalies signalées dans le système de caméra. » Le gardien fronça les sourcils, clairement dubitatif. « Je n'ai été informé d'aucune visite technique nocturne. »« C'était une décision de dernière minute, » intervint Manuel, saisissant la stratégie de Carmen. « Les anomalies ont été détectées cet après-midi, et étant donné l'importance de la sécurité du lycée, Madame Alcantara a insisté pour que nous le vérifions immédiatement. » Le gardien semblait toujours douter. « Je dois vérifier ça avec le proviseur. »« Bien sûr, » répondit Carmen calmement, bien que je doute qu'il apprécie d'être dérangé à cette heure pour quelque chose qu'il a lui-même autorisé cet après-midi. Mais c'est sa décision. Son numéro est dans son bureau. La mention implicite de problème avec ses supérieurs fit que le gardien se ravisa. Je suppose que si Madame Alcantara l'autorise, mais j'aurais besoin de voir une pièce d'identité. Carmen garda son expression sereine, tout en cherchant dans son sac. Au lieu d'une pièce d'identité qu'elle n'avait évidemment pas, elle sortit la clé USB et la montra au gardien. Voici le dispositif qui contient le logiciel de diagnostic spécialisé. Comme vous pouvez le constater, c'est un équipement officiel. L'autorité dans sa voix était si convaincante que le gardien regarda à peine le dispositif. « Bien, mais ne tardez pas trop, et la prochaine fois, assurez-vous de m'en informer au préalable. » Sur ce, le gardien se retira manifestement mal à l'aise, mais pas suffisamment pour risquer de déranger de supposés supérieurs. Carmen et Manuel attendirent que les pas s'éloignent complètement avant d'exhaler soulagés. « Tu es incroyable », murmura Manuel. « Pendant un instant, je t'ai même prise pour la responsable des études. » Carmen sourit légèrement. « Les mathématiques m'ont appris que la confiance est aussi importante que la connaissance. Si tu agis comme si tu avais toutes les réponses, les gens se demandent rarement si tu les as réellement. » Quelques minutes plus tard, M. Dubois revint et les guida vers la sortie. Une fois dehors, Carmen le remercia chaleureusement. « Ne me remerciez pas, mademoiselle Carmen. Je ne fais que ce qui est juste. De plus, ma petite fille me tuerait si je n'aidais pas sa professeure préférée. » De retour dans son appartement, Carmen connecta la clé USB à son ordinateur et examina attentivement les fichiers récupérés. Les preuves étaient claires. Les enregistrements avaient été manipulés, et François Dupont avait accédé au système juste avant et après la prétendue apparition de Carmen dans le bureau. « Qu'allons-nous faire avec ça ?» demanda Manuel, observant l'écran par-dessus l'épaule de Carmen. « Le présenter à la réunion avec l'inspecteur d'académie demain, » répondit-elle. « Mais d'abord, j'ai besoin de comprendre pleinement ce qui se passait. Il manque encore des pièces à ce puzzle. » Carmen travailla jusqu'à l'aube, analysant chaque détail des preuves recueillies. Quand elle eut finalement tout compris, un mélange d'indignation et de tristesse l'envahit. La conspiration était plus profonde et plus sordide qu'elle n'avait imaginé initialement. Et dire que tout cela se déroulait sous mes yeux et je n'ai jamais rien vu, murmura-t-elle pour elle-même, alors que le soleil commençait à illuminer son petit appartement.
Peut-être que j'étais trop concentré sur mes équations pour remarquer les vraies variables humaines. Manuel vint la chercher à 9h pour la réunion avec l'inspecteur d'académie. Carmen avait avec elle un dossier contenant toutes les preuves organisées méticuleusement, y compris une chronologie détaillée des événements et une analyse des motifs possibles de chaque personne impliquée. La réunion eut lieu dans un bâtiment gris du rectorat. L'inspecteur Javier Mendoza était un homme corpulent d'une 60aine d'années, avec des lunettes de lecture et une expression sceptique. Carmen ne fut pas surprise de voir que Diego Herrera était également présent, accompagné de François Dupont. Tous deux semblaient confiants, presque satisfaits. « Bonjour », commença l'inspecteur. « Nous sommes ici pour examiner la suspension de la professeure Carmen Vega pour vol présumé d'épreuves du baccalauréat. Les parties sont-elles prêtes à présenter leurs arguments ? On peut trouver Paul assis parmi le public, préparant son appareil pour enregistrer ce qui va se passer. Personne des présents ne connaît cette intervention. Manuel commença par présenter les arguments légaux contre la suspension. Absence de procédure régulière, absence de preuves concluantes, irrégularité dans la fouille du cartable de Carmen. Diego et François écoutaient avec des expressions de plus en plus tendues. Quand vint le tour de Carmen, elle se leva calmement et posa un petit appareil sur la table. « Avec votre permission, monsieur l'inspecteur, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle connecta l'appareil à un projecteur et montra les preuves de la manipulation des enregistrements de sécurité. Elle expliqua avec une précision mathématique comment les images avaient été altérées et qui avait accédé au système avant et après la manipulation. Mais cela ne répond qu'à la question de savoir comment les preuves contre moi ont été fabriquées, continua-t-elle. Cela ne répond pas à la question du pourquoi, et c'est vraiment la question la plus importante. Carmen projeta alors un diagramme qu'elle avait créé, montrant les liens entre toutes les personnes impliquées, les finances du lycée, le programme pilote d'éducation numérique et la chaîne de promotion qui se produirait après la retraite de Diego. Ce que nous voyons ici est un plan élaboré non seulement pour m'éliminer en tant que concurrente, mais aussi pour s'assurer que certains départements reçoivent un financement plus important du nouveau programme pilote. La clé réside dans les résultats scolaires des élèves. Sous ma direction, le département de mathématiques s'était considérablement amélioré, menaçant la suprématie traditionnelle du département d'histoire, dirigé par M. Dupont. François se leva visiblement agité. « C'est ridicule. Ce sont des accusations sans fondement d'une professeure aigrie par son juste licenciement. »« Au contraire, » répondit Carmen, sans perdre son sang-froid. « Tout ce que j'ai présenté est basé sur des faits vérifiables. De plus, Carmen sortit de son dossier un dernier document, une copie imprimée d'un email trouvé sur le serveur du lycée, envoyé par Sophie Alcantara à François Dupont, où il discutait explicitement de la manière de neutraliser le problème des mathématiques avant les évaluations finales. Le silence qui suivit fut absolu. Diego Herrera semblait sincèrement surpris, ce qui amena Carmen à soupçonner qu'il n'était peut-être pas entièrement au courant de la conspiration, mais qu'il avait été manipulé par François. L'inspecteur Mendoza enleva ses lunettes et les essuya lentement, un geste qui témoignait de son malaise face à la force des preuves. « Monsieur Dupont, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» demanda-t-il finalement. François semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des dernières minutes. Son visage était pâle et son assurance antérieure s'était évaporée. « Ce n'était pas mon idée. C'est Sophie qui a suggéré... » commença-t-il. Mais il s'arrêta en se rendant compte qu'il impliquait d'autres personnes. « J'ai besoin de consulter un avocat avant de faire d'autres déclarations. » L'inspecteur hocha la tête gravement. « Je pense que ce serait prudent. À la lumière de ces preuves, je vais immédiatement suspendre la sanction contre la professeure Vega et ouvrir une enquête formelle sur ces accusations de manipulation et de sabotage institutionnel. » Carmen observa avec un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Il n'y avait aucune joie à voir ses collègues tomber, seulement la constatation amère de jusqu'où pouvait mener l'ambition et le ressentiment. « Mademoiselle Vega, » continua l'inspecteur, « vous êtes réintégrée avec effet immédiat à votre poste au lycée Louis-le-Grand. Le service juridique du rectorat vous contactera pour discuter des éventuelles compensations pour les dommages causés. » En sortant de la réunion, Manuel serra la main de Carmen avec enthousiasme. « On a réussi. Ça a été une défense brillante, Carmen. » Elle sourit faiblement.
Merci pour ton aide, Manuel. Je n'y serais pas arrivé sans toi. Que vas-tu faire maintenant? Carmen regarda l'horizon de Paris, ses bâtiments baignés par le soleil printanier. Revenir à l'enseignement, c'est la seule chose que j'ai toujours voulu faire. En retournant à son appartement pour se préparer pour son retour au lycée le lendemain, Carmen réfléchit à tout ce qui s'était passé. Son esprit, habituellement occupé par des variables et des équations, contemplait désormais les complexités de la nature humaine. L'ambition, l'envie, la peur, mais aussi le courage, la loyauté et la justice. Avez-vous déjà vécu une situation d'injustice au travail ou à l'école? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Racontez-nous cela dans les commentaires. Le lendemain, lorsque Carmen arriva au lycée Louis-le-Grand, un silence tendu l'accueillit. Les nouvelles s'étaient rapidement répandues. François Dupont et Sophie Alcantara avaient été suspendus à titre conservatoire pendant la durée de l'enquête. Isabelle Moreau, bien que non suspendue, faisait l'objet d'une enquête pour sa participation à l'affaire. Monsieur Dubois la salua avec un sourire radieux. « Bienvenue de nouveau, mademoiselle Carmen. Vous avez fait justice. »« Merci, monsieur Dubois, pour tout. » Dans la salle des professeurs, l'ambiance était inconfortable. Certains collègues l'évitaient, honteux de ne pas l'avoir soutenu ou d'avoir cru si facilement à sa culpabilité. D'autres s'approchaient timidement pour la féliciter de son retour, tentant de se concilier celle qui était désormais considérée comme une figure d'autorité morale. Carmen ne s'intéressait ni aux esquives ni aux flatteries. Son attention était, comme toujours, sur ses élèves. Et quand elle entra dans sa première classe du jour, la salle 24 où tout avait commencé, elle fut accueillie par quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, des applaudissements spontanés. Lucie et Paul étaient au premier rang, souriant ouvertement. D'autres élèves, même ceux qui l'avaient auparavant dénigré, montraient maintenant un respect sincère dans leur regard. « Bonjour », commença Carmen, émue, mais conservant son maintien habituel. « Je pense qu'aujourd'hui est un bon jour pour parler de la façon dont les mathématiques nous apprennent à rechercher des schémas, à remettre en question l'apparence et à trouver la vérité cachée dans le chaos. » Au cours des semaines suivantes, Carmen introduisit des changements subtils mais significatifs dans son enseignement. Elle commença à intégrer des problèmes qui non seulement défiaient l'intellect, mais favorisaient également la pensée critique et l'intégrité éthique. Elle organisa des débats sur l'importance de l'honnêteté académique et du courage moral. Et pour la première fois, elle partagea avec ses élèves une partie de son histoire personnelle, de sa lutte pour accéder à l'enseignement supérieur étant une jeune fille de Belleville, des barrières qu'elle avait dû surmonter. Diego Herrera, qui fut finalement exonéré de participation directe à la conspiration, bien que censuré pour négligence dans sa supervision, annonça sa retraite anticipée. À la surprise de beaucoup, il recommanda Carmen comme sa remplaçante, temporaire jusqu'à ce qu'un nouveau proviseur soit nommé. Mademoiselle Vega a démontré non seulement une intelligence exceptionnelle, mais aussi une intégrité et un engagement envers l'éducation qui incarne les vraies valeurs de ce lycée, déclara-t-il lors de son dernier conseil d'administration. Carmen accepta le poste à condition qu'elle soit autorisée à continuer à enseigner. « La direction est une responsabilité, mais l'enseignement est ma passion », expliqua-t-elle. Un après-midi, des mois après les événements qui avaient secoué le lycée, Carmen rencontra Lucie à la bibliothèque. La jeune fille étudiait pour les examens finaux, entourée de livres de mathématiques avancées. « Professeur Vega », salua Lucie avec enthousiasme, « je pensais à ce qui s'est passé, à la façon dont vous avez utilisé les mathématiques pour résoudre cette énigme. C'est comme si la vie réelle était un grand problème mathématique, vous ne croyez pas ?» Carmen sourit, se souvenant de ses propres pensées pendant l'enquête. « En quelque sorte, oui, les mathématiques nous apprennent à rechercher des schémas, à identifier des variables, à trouver des solutions. Mais la vie ajoute quelque chose que les équations pures n'ont pas, l'imprévisibilité humaine. Et cela la rend plus difficile ?» demanda Lucie. « Cela la rend plus intéressante », répondit Carmen. « En mathématiques, une fois que vous trouvez la solution, le problème est résolu. Dans la vie, chaque solution ouvre de nouvelles questions, de nouveaux défis. C'est un processus continu d'apprentissage. » Lucie hocha la tête, pensive. « Je crois que je veux étudier les mathématiques à l'université, comme vous. Vous seriez une excellente mathématicienne,
affirma Carmen. Vous avez de la curiosité, de la persévérance, et vous ne vous laissez pas intimider par les problèmes difficiles. Ce sont des qualités essentielles. En sortant de la bibliothèque, Carmen réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Elle continuait à vivre dans son modeste appartement de Belleville, continuait à marcher chaque jour jusqu'au lycée, bien qu'elle puisse désormais se permettre le titre de transport, et continuait à consacrer de longues heures à préparer ses cours. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle n'était plus invisible. Ses collègues la respectaient, ses élèves l'admiraient, et elle-même avait découvert une force intérieure qu'elle avait toujours possédée, mais qu'elle n'avait jamais pleinement reconnue. Ce soir-là, alors qu'elle examinait les candidatures pour le nouveau programme de tutorat avancé qu'elle avait proposé, Carmen reçut un appel de Manuel. « Carmen, je viens d'apprendre par un contact au rectorat. François Dupont a présenté sa démission formelle et a admis sa participation au complot. »« C'était prévisible, » répondit Carmen. Les preuves étaient trop accablantes pour être niées indéfiniment. « Il y a autre chose, » continua Manuel. La Fondation nationale des sciences a annoncé une bourse spéciale pour les professeurs innovants. Ton nom est sur la liste restreinte. Apparemment, ta gestion de l'affaire a attiré l'attention dans d'importants milieux éducatifs. Carmen, qui resta momentanément sans voix. La Fondation nationale des sciences était l'une des institutions les plus prestigieuses du pays. Une bourse de leur part signifierait la reconnaissance des ressources pour ses projets éducatifs, des opportunités pour ses élèves. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle finalement. « Dis que tu accepteras si tu la gagnes, » répondit Manuel avec un sourire audible dans sa voix, « et que tu m'inviteras à dîner pour fêter ça. » Carmen rit doucement. « Je peux promettre ça. » Après avoir raccroché, elle resta à regarder par la fenêtre le ciel étoilé de Paris. Elle pensa à son parcours jusqu'à ce moment, de la petite fille timide de Belleville qui s'émerveillait des schémas numériques, à la professeure respectée qui avait utilisé son intelligence pour défendre la vérité et la justice. Le lycée Louis le Grand n'était plus un endroit où elle se sentait en décalage. C'était devenu un espace où elle pouvait être pleinement elle-même. Brillante sans arrogance, ferme sans dureté, compatissante sans faiblesse. Tout en préparant sa leçon pour le lendemain, un problème particulièrement élégant sur la géométrie topologique, Carmen pensa à tous les élèves qui passeraient par sa salle de classe dans les années à venir. Des jeunes comme Lucie et Paul, avec tout leur potentiel en attente d'être découverts. Et elle se promit à elle-même qu'elle ferait tout son possible pour qu'aucun d'eux ne se sente invisible, pour que chacun sache que son esprit, sa voix et sa présence comptaient. Car si elle avait appris quelque chose de toute cette expérience, c'était que la véritable intelligence ne se mesure pas seulement à la capacité de résoudre des problèmes abstraits, mais au courage d'affronter les injustices réelles et à la sagesse d'utiliser les connaissances pour le bien commun. Les mois passèrent, et le lycée Louis le Grand connut une transformation progressive mais profonde sous la direction intérimaire de Carmen. Les murs invisibles qui séparaient les professeurs élitistes de ceux considérés comme de rang inférieurs commencèrent à s'effriter. Les réunions du conseil, auparavant de simples formalités administratives, devinrent des espaces de véritables débats pédagogiques. Et, plus important encore, les élèves commencèrent à percevoir le lycée non pas comme une institution rigide et hiérarchique, mais comme une communauté d'apprentissage où leur voix était entendue. Carmen introduisit un programme de mentorat où les élèves des classes supérieures aidaient les plus jeunes, favorisant la solidarité et la camaraderie plutôt que la compétition acharnée. Elle organisa des ateliers interdisciplinaires qui reliaient les mathématiques à l'art, à l'histoire, à la littérature et aux sciences, démontrant que le savoir n'existe pas dans des compartiments étanches, mais qu'il circule librement entre les disciplines. Un vendredi après-midi, alors que Carmen terminait la révision d'une proposition pour un laboratoire de mathématiques appliquées, elle reçut une visite inattendue dans son bureau. C'était Isabelle Moreau, la professeure de lettres qui avait participé à la conspiration en plaçant la clé dans son cartable. Isabelle, visiblement nerveuse, s'arrêta sur le seuil. Son élégance habituelle était diminuée par la tension évidente sur son visage. « Puis-je entrer » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Carmen l'invita d'un geste. « Bien sûr, asseyez-vous. » Isabelle s'installa sur la chaise devant le bureau,
les mains fébriles sur ses genoux. Le silence s'étendit pendant plusieurs secondes avant qu'elle ne parle finalement. « Je suis venue présenter ma démission, » dit-elle, tendant une enveloppe. « Après ce que j'ai fait, je ne peux plus rester ici, sachant que chaque jour je vous vois et que je me souviens de ma trahison. » Carmen prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. « Pourquoi as-tu fait ça, Isabelle? Je n'ai jamais compris ce que je t'avais fait pour mériter. » « Ça ?» Isabelle détourna le regard, les yeux humides. « Ce n'était rien de ce que vous aviez fait, c'était ce que vous étiez, votre brillance, votre dévouement, votre authenticité. Vous me faisiez me sentir inadéquate, comme si mes années d'expérience ne signifiaient rien face à votre talent naturel. » Elle fit une pause. « Et puis, quand Sophie m'a proposé le poste de responsable des études si je l'aidais, ma vanité, qui a pris le dessus sur mon éthique. » Carmen observa la femme devant elle. Qu'au lieu de la professeure hautaine qui l'avait autrefois regardée avec dédain, elle voyait maintenant une personne brisée par le poids de ses propres actions. « Je ne vais pas accepter votre démission, » dit-elle finalement, lui rendant l'enveloppe. Isabelle leva les yeux, confuse. « Mais pourquoi? Après ce que j'ai fait? » « Précisément à cause de ça. Démissionner serait la solution de facilité, Isabelle. Restez et affrontez les conséquences de vos actes. Travaillez pour réparer les dommages causés. Cela exige un véritable courage. » « Je ne sais pas si j'ai ce courage, » avoua Isabelle. « Je crois que oui. Et je crois que vous seriez plus précieuse pour ce lycée racheté que renvoyé. » Carmen se pencha en avant. « Le nouveau programme de littérature et de mathématiques a besoin d'une coordination. Quelqu'un qui comprenne la beauté du langage et puisse aider les élèves à voir la poésie dans les équations. » Isabelle la regarda avec étonnement. « Vous m'offrez de diriger ce programme? Après tout, je vous offre une opportunité d'utiliser votre talent pour quelque chose de constructif, de démontrer à vous-même et aux autres qu'une erreur ne définit pas toute une carrière. Qu'en dites-vous » Lentement, Isabelle prit l'enveloppe de démission et la déchira en deux. « Merci, » dit-elle simplement. « Je ne vous décevrai pas. Cette fois, non. » Tandis qu'Isabelle sortait du bureau, Carmen sentit une étrange sensation de clôture. Le pardon, comprit-elle, n'était pas seulement un cadeau pour le pardonner, mais aussi une libération pour celui qui pardonnait. 2 semaines plus tard, Carmen reçut une notification officielle. Elle avait remporté la prestigieuse bourse de la Fondation nationale des sciences. Le prix comprenait un financement pour développer un programme éducatif innovant qui combinerait les mathématiques avancées avec la pensée critique et l'éthique appliquée. Le soir de la cérémonie de remise, Carmen se préparait dans son appartement. Toujours modeste, mais désormais décoré avec plus de chaleur. Un bouquet de fleurs fraîches, cadeau de ses élèves, ornait la table de la salle à manger. Tout en enfilant une élégante robe bleu marine, un cadeau qu'elle s'était fait pour l'occasion, elle se souvint des jours où elle n'osait même pas entrer dans la salle des professeurs, par crainte des regards condescendants. La sonnerie retentit. C'était Manuel, élégamment vêtu, venu l'accompagner à la cérémonie. « Tu es éblouissante, » dit-il en la voyant. Carmen sourit. Leur relation avec Manuel avait évolué lentement au cours des derniers mois, d'une amitié reconstruite vers quelque chose de plus profond et de plus significatif. Il n'y avait pas d'urgence. Tous deux apprécièrent le processus de se redécouvrir mutuellement. En arrivant dans le salon luxueux où se tenait la cérémonie, Carmen fut surprise de voir tant de ses élèves et collègues présents. Lucie et Paul étaient là, ainsi que d'autres élèves qui avaient insisté pour assister afin de lui témoigner leur soutien. Monsieur Dubois, visiblement fier dans son costume du dimanche, conversait vivement avec certains parents. Même Diego, Herrera déjà officiellement retraité, était venu témoigner de la reconnaissance à celle qu'il avait lui-même recommandée comme son successeur. Lors de la remise du prix, Carmen fut présentée comme une éducatrice qui a révolutionné l'enseignement des mathématiques dans le système public, démontrant que l'excellence académique et l'intégrité éthique ne sont pas mutuellement exclusives, mais complémentaires. En montant sur l'estrade pour recevoir le prix, Carmen se souvint brièvement de son long chemin, de Belleville à ce moment-là. Elle pensa à sa mère, qui avait tant sacrifié pour qu'elle puisse étudier, à ses professeurs d'université qui avaient reconnu son talent, à tous les élèves qui lui avaient appris autant, voire plus, qu'elle ne leur avait appris. « Cette reconnaissance n'est pas seulement la mienne, » commença-t-elle. « Elle appartient à tous ceux qui croient que l'éducation est le chemin vers
Une société plus juste et plus équitable. À tous ceux qui comprennent que la véritable intelligence ne se mesure pas au titre ou à la position sociale, mais à la capacité d'utiliser les connaissances pour le bien commun. Elle regarda directement ses élèves parmi le public. Elle appartient particulièrement à tous les jeunes qui ont le courage de remettre en question ce qui est établi, de rechercher la vérité même quand elle est inconfortable, de défendre leurs principes même quand cela semble impossible. Elle fit une pause, son regard parcourant la salle. Il y a quelques mois, j'ai été suspendue de mon travail sous de fausses accusations. Je me suis sentie invisible, impuissante, désemparée. Mais j'ai découvert que même dans les moments les plus sombres, notre esprit reste notre lumière la plus puissante, et que parfois, c'est précisément dans cette obscurité que nous brillons avec le plus d'intensité. Avec ce prix, je m'engage à continuer à travailler pour qu'aucun élève ne se sente invisible dans nos salles de classe, pour que chaque esprit curieux trouve le soutien dont il a besoin pour s'épanouir. Car le véritable but de l'éducation n'est pas de remplir les têtes de données, mais d'embraser les cœurs avec la passion de la connaissance et de la justice. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Manuel, du premier rang, la regardait avec admiration. Lucie et Paul échangèrent des regards de complicité et de fierté. Monsieur Dubois essuya discrètement une larme. Ce soir-là, lors du dîner de célébration avec ses proches, Carmen reçut un appel qui allait de nouveau changer le cours de sa vie. C'était la ministre de l'Éducation, qui lui offrait un poste au sein d'un comité spécial pour réformer le système éducatif national, en mettant l'accent sur l'équité et l'excellence académique. « Votre histoire a atteint de nombreuses oreilles importantes », expliqua la ministre, « et votre approche innovante de l'enseignement est exactement ce dont nous avons besoin pour moderniser notre système éducatif. » Carmen demanda du temps pour réfléchir à l'offre. C'était une occasion de mettre en œuvre des changements importants à l'échelle nationale, d'influencer l'éducation de millions d'élèves. Mais cela signifierait aussi s'éloigner de l'enseignement direct, du contact quotidien avec les élèves, qu'elle aimait tant. Ce soir-là, en rentrant à son appartement accompagnée de Manuel, Carmen contempla les étoiles au-dessus de Paris. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas encore », répondit-elle honnêtement. « C'est une opportunité incroyable de faire des changements structurels. Mais j'aime aussi enseigner, voir ce moment précis où un élève comprend un concept difficile, quand ses yeux s'illuminent d'intelligence. » Manuel la regarda avec tendresse. « Quelle que soit ta décision, je serai là pour te soutenir. Mais, si tu veux mon avis, je crois que tu pourrais faire les deux. Travailler sur les politiques éducatives sans cesser d'enseigner, même partiellement. Car c'est ce qui te rend spécial, Carmen. Ta capacité à connecter la théorie à la pratique, les grandes idées aux petites actions quotidiennes. » Carmen sourit, reconnaissant la sagesse de ses paroles. « Tu as raison. Ça n'a pas besoin d'être un choix exclusif. Je peux travailler sur des réformes systémiques et continuer à avoir un pied dans la salle de classe, en gardant ce contact avec la réalité éducative quotidienne. » Elle prit sa main pendant qu'il marchait, sentant une nouvelle détermination se former en elle. « Tu sais, quand tout ça a commencé, quand j'ai été suspendu, j'ai pensé que mon monde s'effondrait. Maintenant, je vois que ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Parfois, les plus grandes opportunités se présentent sous le déguisement de problèmes, observa Manuel. Comme en mathématiques, sourit Carmen. Parfois, c'est précisément dans le chaos apparent que nous trouvons les schémas les plus beaux. 3 ans plus tard, le lycée Louis-le-Grand était devenu un modèle éducatif reconnu à l'échelle nationale, sous la direction de Carmen, d'abord en tant que directrice intérimaire, puis en tant que conseillère pédagogique, tout en partageant son temps avec ses responsabilités au ministère de l'Éducation nationale. Le lycée avait mis en œuvre des programmes innovants qui combinaient l'excellence académique avec le développement personnel et la responsabilité sociale. Lucie, maintenant étudiante en mathématiques à l'université de la Sorbonne grâce à une bourse obtenue avec l'aide de Carmen, revenait occasionnellement au lycée pour encadrer les étudiants plus jeunes. Paul, qui avait découvert une passion pour le journalisme d'investigation, dirigeait désormais le journal scolaire, ce qui en faisait une voix respectée à l'intérieur et à l'extérieur du lycée. Isabelle Moreau, rachetée grâce à son travail dans le programme de littérature et de mathématiques,
avait récemment publié un livre sur la poétique des nombres qui recevait des critiques élogieuses dans les milieux universitaires. Monsieur Dubois, bien qu'officiellement retraité, continuait d'apparaître régulièrement au lycée, où il était reçu avec une affection universelle comme le grand-père de la communauté éducative. Et Carmen, bien qu'elle ait désormais un bureau au ministère et que son nom apparaisse dans des publications éducatives internationales, continuait de consacrer 2 jours par semaine à l'enseignement des mathématiques. Elle continuait d'arriver tôt, avec ses plans de cours méticuleusement préparés, continuait de consacrer des heures supplémentaires aux élèves qui avaient besoin d'un soutien supplémentaire, continuait de s'émerveiller de la beauté, intrinsèque d'une équation parfaitement équilibrée. Un après-midi de printemps, alors que Carmen retournait à son appartement, désormais dans un quartier plus central, mais tout aussi modeste, fidèle à ses origines, elle s'arrêta devant une librairie où son livre récemment publié, Mathématiques pour la justice sociale, occupait une place de choix en vitrine. À côté, il y avait une photographie d'elle avec ce regard serein et perçant qui avait déconcerté ses détracteurs et inspiré ses élèves. Le titre de l'article qui accompagnait l'image disait « De professeur invisible à référence éducative. L'extraordinaire histoire de Carmen Vega ». Carmen sourit pour elle-même, se souvenant de ces jours où elle marchait dans les couloirs du lycée en se sentant complètement ignorée. La vie, comme les mathématiques, prenait parfois des tournants inattendus, transformant des variables qui semblaient non pertinentes en facteurs déterminants de l'équation finale. Son téléphone sonna. C'était un message de Manuel, maintenant, son partenaire depuis 2 ans, lui rappelant leur dîner ce soir pour célébrer le 3e anniversaire de sa nomination ministérielle. Tout en reprenant son chemin, Carmen réfléchit à tout ce qui s'était passé. Ce qui avait commencé comme une injustice personnelle s'était transformé en une opportunité de changer le système de l'intérieur, d'ouvrir des portes aux autres, de démontrer que la véritable excellence ne venait pas de l'exclusion mais de l'inclusion, non de la hiérarchie rigide, mais de la collaboration créative. Et bien qu'elle soit désormais tout sauf invisible, Carmen restait en essence la même. Cette petite fille de Belleville, fascinée par les schémas numériques, cette étudiante brillante qui avait défié les attentes sociales, cette professeure, dévouée qui croyait au potentiel de chaque jeune esprit, confiée à ses soins. Car la véritable génialité, avait-elle appris, ne consistait pas à être vue, mais à voir au-delà de l'évidence. Non à être reconnue, mais à reconnaître la valeur chez les autres. Non à briller pour éclipser les autres, mais à illuminer le chemin pour que tous puissent avancer ensemble vers un avenir plus juste, plus sage et plus humain. La génialité n'est pas toujours bruyante, écrivit-elle dans l'épilogue de son livre. Parfois, c'est la femme silencieuse dans un coin, observant ce que tous les autres ignorent. Et la justice, peu importe combien de temps cela prend, trouvera sa voie à travers ceux qui refusent d'être réduits au silence. Et ainsi, de professeur invisible à phare d'inspiration, Carmen Vega continua son chemin, démontrant à chaque pas que les vrais génies ne sont pas ceux qui éblouissent par leur ego, mais ceux qui illuminent par leur sagesse, leur compassion et leur engagement indéfectible envers la vérité. C'est un autre type d'accroche narrative différent pour maintenir l'attention. Qu'est-il advenu de Sophie Alcantara et de François Dupont? De quelle manière leur chute a-t-elle eu un impact sur la structure du lycée? Et les élèves qui ont participé à l'enquête aux côtés de Carmen ont-ils développé un intérêt pour l'éducation ou peut-être pour la résolution de mystères? Continuons l'histoire pour le découvrir. Le passage du temps avait affecté de manière très différente les protagonistes de cette conspiration. François Dupont, après un bref procès administratif, avait été interdit d'exercer des fonctions de direction dans le système éducatif public. Il donnait désormais des cours dans une petite académie privée en périphérie de Paris, où son nom ne résonnait pas avec le scandale qu'il avait précipité du haut de son ambition. Sophie Alcantara avait subi des conséquences plus sévères. L'enquête avait révélé qu'elle n'avait pas seulement participé au complot contre Carmen, mais qu'elle avait également détourné des fonds du département pour couvrir les dettes générées par le traitement de son mari. Ironiquement, si elle avait demandé de l'aide ouvertement, il existait des programmes d'assistance auxquels elle aurait pu accéder légitimement. L'orgueil et le désespoir l'avaient menée sur un chemin qui a fini par lui coûter sa carrière et sa réputation. Après avoir purgé une courte peine avec sursis,
Elle travaillait maintenant dans une maison d'édition éducative en révisant des textes de physique dans l'ombre de l'anonymat. Mais pour Carmen, la véritable histoire n'était pas la punition des coupables, mais la transformation qui était née de cette crise. Le lycée Louis le Grand, autrefois un bastion de tradition rigide et de hiérarchie implicite, était devenu un laboratoire d'innovation éducative. La méthode Vega, comme certains l'appelaient, combinait la rigueur académique avec l'empathie pédagogique, la pensée critique avec la responsabilité éthique, l'excellence individuelle avec le bien collectif. Un matin d'octobre, alors, que Carmen préparait son cours hebdomadaire, elle avait insisté pour conserver au moins un cours régulier, malgré ses responsabilités ministérielles. Elle reçut une visite inattendue dans sa salle de classe. C'était Paul, son ancien élève défiant, désormais un jeune journaliste prometteur qui collaborait avec des médias nationaux. « Professeur Vega », salua-t-il avec une assurance qui n'était plus de l'arrogance, mais de la confiance en soi. « Je viens vous faire une proposition. » Carmen l'invita à s'asseoir, sincèrement intriguée. « Je vous écoute. »« Je travaille sur un documentaire sur l'innovation éducative, » expliqua Paul, « sur la manière dont le système peut être transformé de l'intérieur lorsque les bonnes personnes occupent les bonnes places. Je veux que votre histoire soit l'axe central. » Carmen sourit, légèrement mal à l'aise. Elle n'avait jamais recherché la notoriété personnelle. « Mon histoire n'est pas si extraordinaire, Paul. J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place, défendre la vérité. » « C'est exactement ce qui la rend extraordinaire, » insista Paul. « Dans un monde où beaucoup se contentent, vous avez résisté. Là où d'autres auraient abandonné, vous vous êtes battu, non seulement pour vous-même, mais pour un principe plus grand. C'est ce que je veux montrer. Comment une seule personne, armée d'intelligence et de détermination, peut changer un système entier. » Carmen réfléchit à la proposition. Normalement, elle refuserait tout ce qui la mettait personnellement au centre de l'attention. Mais si son expérience pouvait inspirer d'autres éducateurs à défendre l'intégrité de leur profession, à se battre pour une éducation plus juste et plus significative, à une condition, dit-elle finalement, que le documentaire ne porte pas seulement sur moi, mais sur tous ceux qui ont fait partie de cette histoire. Lucie, qui a eu le courage de parler quand d'autres se taisaient, Monsieur Dubois, qui a risqué son travail pour faire ce qu'il fallait, même Isabelle qui a prouvé que la rédemption est possible quand il y a une volonté réelle de changer. Paul acquiesça, enthousiaste. C'est exactement l'approche que je voulais proposer. Une histoire chorale sur la manière dont le courage, individuel multiplié par l'action collective, peut créer un changement systémique. Pendant qu'ils discutaient des détails du projet, Carmen remarqua quelque chose chez Paul qui transcendait son évidente maturité professionnelle. Il y avait en lui une clarté de but, une intégrité dans son regard qui n'était pas présente chez cet adolescent défiant d'il y a des années. D'une certaine manière, les événements qui avaient secoué le lycée l'avaient aussi transformé, lui montrant le pouvoir de la vérité dans un monde trop habitué aux demi-vérités. « Vous savez, » commenta Carmen tandis que Paul prenait des notes sur sa tablette, « quand je vous ai rencontré, je pensais que vous n'étiez qu'un élève brillant qui gaspillait son potentiel dans des attitudes rebelles sans cause. Maintenant, je vois que cette rébellion avait un but. Il suffisait de trouver la bonne direction. » Paul sourit, reconnaissant la précision de son observation. « Vous avez été la première professeure à ne pas essayer d'apaiser mon scepticisme, mais à le canaliser vers quelque chose de constructif. Vous m'avez appris que remettre en question ne suffit pas. Il faut proposer des alternatives, construire des solutions. »« Et vous l'avez fait admirablement, » répondit Carmen avec une réelle fierté. Quelques jours plus tard, lorsque les caméras commencèrent à tourner le documentaire, Carmen se retrouva à revisiter des lieux et des moments qui avaient marqué son parcours. La salle de classe 24, où tout avait commencé. Le bureau du proviseur, où elle avait été injustement accusée. Le petit appartement de Belleville, qui avait été son refuge pendant les jours les plus sombres. À sa grande surprise, ses souvenirs n'évoquaient plus d'amertume, mais une étrange sensation d'achèvement, comme si chaque pièce de ce douloureux puzzle avait été nécessaire pour créer la mosaïque qu'elle admirait maintenant. Une des interviews les plus émouvantes fut celle de Lucie, maintenant en dernière année d'études, qui parla avec éloquence de la façon dont le courage de Carmen avait façonné sa propre vie. « Avant de connaître le professeur Vega,
pensait que les mathématiques n'étaient que des nombres et que la vie consistait à suivre les règles établies par les autres, expliqua Lucie devant les caméras. Elle m'a appris que les nombres racontent des histoires, que les schémas révèlent des vérités, et que parfois, les règles doivent être remises en question lorsqu'elles ne servent pas le bien commun. La jeune fille fit une pause, visiblement émue. Mais le plus important que j'ai appris d'elle n'était pas sur les équations différentielles ou la géométrie topologique. C'était sur l'intégrité, sur la façon dont un esprit brillant devient vraiment puissant lorsqu'il est guidé par des valeurs inébranlables. Carmen, observant l'interview depuis un coin du plateau, ressentit une profonde validation. Si tout, son travail, ses luttes et ses victoires, avaient servi à inspirer des jeunes comme Lucie à trouver leur propre voie, alors chaque moment difficile avait valu la peine. Le documentaire sortit 6 mois plus tard, coïncidant avec une conférence internationale sur l'innovation éducative où Carmen présentait les résultats préliminaires des réformes mises en œuvre. La réponse fut extrêmement positive, générant un débat national sur la nécessité de revaloriser la profession enseignante et de protéger l'intégrité académique face aux pressions politiques ou économiques. Un après-midi, alors que Carmen signait des exemplaires de son livre dans une librairie du centre de Paris, une femme âgée s'approcha timidement de la table. Carmen mit un moment à la reconnaître. C'était Sophie Alcantara, visiblement vieillie par les années et les circonstances, mais avec une dignité retrouvée dans sa tenue. « Je ne suis pas venue vous demander pardon », dit Sophie directement, lorsque vint son tour. « Ce que j'ai fait est impardonnable. Je suis venue vous remercier. » Carmen la regarda avec une sincère curiosité. « Me remercier ? De ne pas vous être complu dans notre chute, de vous être concentré sur la construction de quelque chose de mieux au lieu de détruire ce qui restait de nous. » Sophie fit une pause. « L'article que vous avez écrit sur la manière dont les erreurs éthiques dans l'éducation doivent être abordées comme des opportunités d'apprentissage institutionnel, sans diaboliser les individus, m'a redonné un peu de foi en l'humanité, même alors que j'avais moi-même si lamentablement failli à mon humanité envers « Vous n'êtes pas seulement le pire de ce que vous avez fait, Sophie. Nous sommes tous complexes, contradictoires, capables de grandes erreurs comme d'une rédemption significative. » Carmen hocha lentement la tête, reconnaissant la sincérité des paroles de son ancien adversaire. « Mon mari est décédé l'année dernière, » continua Sophie. « Le traitement qui nous a tant coûté financièrement et moralement ne lui a donné que 2 ans de plus. Parfois, je me demande si le prix que nous avons payé en valait la peine, si j'ai fait payer aux autres. » « Un prix. » Carmen ferma le livre qu'elle était sur le point de signer. « L'amour nous pousse parfois à des décisions désespérées. Le désespoir obscurcit le jugement. Je ne justifie pas ce que vous avez fait, mais je le comprends d'un point de vue humain. » Sophie sourit tristement. « Vous êtes plus généreuse que je ne le mérite. Je voulais juste que vous sachiez que votre travail actuel fait une réelle différence. Les réformes que vous mettez en œuvre dans le système de soutien aux éducateurs en crise personnelle, si elles avaient existé, à l'époque, j'aurais peut-être trouvé une autre voie. » Lorsque Sophie s'éloigna, Carmen resta pensive. Cette conversation symbolisait une vérité qu'elle avait apprise au cours de ces années, que la justice sans compassion n'est qu'un autre nom pour la vengeance, et que les systèmes défaillants produisent des défaillances systémiques qu'aucune punition individuelle ne peut résoudre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Carmen partagea la rencontre avec Manuel pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble, un rituel auquel tous deux tenaient beaucoup au milieu de leurs agendas chargés. « Tu sais, quand tout cela a commencé, je pensais en termes de noir et blanc. C'était les méchants, moi la victime injustement traitée, réfléchit-elle en coupant des légumes. Maintenant, je vois tant de nuances de gris, tant de circonstances qui façonnent nos décisions, tant de pressions qui nous poussent dans des directions que nous n'aurions jamais imaginé prendre. » Manuel acquiesça, comprenant. C'est la différence entre chercher des coupables et chercher des solutions. Le premier satisfait momentanément, le second transforme en permanence. Exactement. Et je me demande... Carmen fit une pause, articulant une pensée qui se formait dans son esprit depuis des mois. Je me demande s'il n'est pas temps d'aller plus loin, de passer de la réforme progressive à une restructuration plus profonde du système éducatif. Manuel la regarda avec intérêt. « Qu'est-ce que tu as en tête ? Un nouveau modèle d'école,
un où la collaboration remplace la compétition, où la pensée critique et l'éthique sont aussi importantes que les contenus académiques, où les professeurs sont valorisés comme les professionnels hautement qualifiés qu'ils sont. Ses yeux brillaient d'enthousiasme, alors qu'elle élaborait sa vision. Une école qui prépare les élèves non seulement aux examens, mais à contribuer de manière significative à une société plus juste, plus innovante et plus humaine. Manuel sourit, reconnaissant ce regard. C'était le même qu'il avait vu des années auparavant, lorsque Carmen, apparemment vaincue mais intérieurement indomptable, avait décidé de se battre pour la vérité contre vents et marées. Tu sais ce que tu vas trouver quand tu vas proposer ça, n'est-ce pas? De la résistance, du scepticisme, des obstacles bureaucratiques, l'inertie d'un système conçu pour se perpétuer plus que pour se transformer. Carmen sourit, un sourire serein mais déterminé que Manuel connaissait bien. Bien sûr. Et tu sais quoi d'autre? Quoi? Que j'ai exactement l'esprit mathématique pour résoudre ce problème. Car au fond, tout se résume à des schémas, des variables et des solutions. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise tout au long de ce parcours, c'est qu'aucune équation, aussi complexe qu'elle puisse paraître, n'est insoluble lorsqu'on l'aborde avec la bonne méthodologie et la détermination appropriée. Tout en servant le dîner sur la terrasse de leur appartement, sous le ciel étoilé de Paris, Carmen contempla l'horizon de la ville qu'elle aimait tant. Une ville qui, comme elle, avait connu des transformations, des difficultés et des renaissances. Une ville où, il y a des années, une jeune professeure avait marché invisiblement vers un lycée qui la méprisait, sans imaginer qu'un jour elle marcherait visiblement vers un avenir qu'elle aiderait elle-même à construire. À la résolution de la prochaine équation, porta Manuel en levant son verre, à tous les esprits brillants encore à découvrir, répondit Carmen, sa coupe rencontrant la sienne avec un doux tintement qui résonna comme une promesse dans la nuit parisienne. Et ainsi, alors que la ville se préparait à dormir, Carmen Vega, celle qu'on appelait autrefois la professeure invisible, continuait de briller, non pas comme une étoile solitaire, mais comme faisant partie d'une constellation de plus, en plus grande d'éducateurs, d'élèves et de rêveurs, qui ensemble étaient en train de réécrire l'équation de ce que l'éducation pouvait et devait être. Car comme Carmen disait toujours à ses élèves, en mathématiques, comme dans la vie, nous devons parfois repenser tout le problème pour trouver la solution la plus élégante. Et l'élégance, dans sa forme la plus pure, n'est rien d'autre que la vérité exprimée avec précision et beauté. Qui s'est déjà demandé ce qui se passerait si nous décidions d'affronter ouvertement une injustice, même lorsque tout le système semble contre nous? Et si nous avions le courage d'utiliser notre intelligence non seulement pour notre bénéfice personnel, mais aussi pour transformer les structures qui perpétuent l'inégalité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Un an après la sortie du documentaire, alors que les réformes éducatives impulsées par Carmen montraient déjà des résultats prometteurs dans plusieurs régions, il se passa quelque chose que personne n'avait anticipé. Elle reçut une offre pour devenir la prochaine ministre de l'Éducation nationale. La proposition arriva à un moment de transition politique, lorsqu'un nouveau gouvernement de coalition recherchait des personnalités consensuelles avec une expérience avérée en matière de transformation institutionnelle. Le nom de Carmen, qui, transcendant les clivages partisans, grâce à son approche basée sur des preuves et son engagement envers l'excellence et l'équité, s'imposa naturellement dans les discussions. Carmen reçut la nouvelle avec un mélange d'étonnement et de doute profond. D'un côté, c'était l'opportunité définitive de mettre en œuvre sa vision à l'échelle nationale, de transformer non seulement un lycée ou un programme pilote, mais l'ensemble du système éducatif français. D'un autre côté, cela signifiait s'aventurer dans le monde complexe de la politique avec ses compromis inévitables, ses luttes de pouvoir et ses rythmes effrénés. « Je ne suis pas une politicienne », commenta-t-elle à Manuel ce soir-là, alors qu'ils pesaient ensemble l'ampleur de l'offre. « Je suis une éducatrice, une chercheuse, peut-être une réformatrice, mais pas une politicienne. La politique, dans sa meilleure expression, n'est que l'application pratique des valeurs en lesquelles tu crois, répondit Manuel. Et personne n'a des valeurs plus solides que toi, Carmen. Elle sourit devant sa foi inébranlable. Quand même, il y a un abîme entre concevoir des politiques éducatives au sein d'un comité consultatif et devenir le visage visible de ces politiques, en les défendant dans les débats parlementaires et en affrontant l'opposition d'intérêts, créé beaucoup plus puissant
qu'une paire de professeurs ambitieux dans un lycée. Manuel lui prit les mains entre les siennes. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu as décidé de te battre contre ta suspension, malgré tous les risques? Tu as dit que certaines batailles doivent être menées non pas parce qu'il est facile de les gagner, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et tu as ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Si je ne le fais pas, avec toutes mes capacités, qui le fera? Et si ce n'est pas maintenant, quand l'injustice est évidente, quand est-ce que ce sera ?» Carmen se souvenait parfaitement de ce moment. C'était une nuit semblable à celle-ci, assise dans son petit appartement de Belleville, qu'elle avait pris la décision qui allait changer le cours de sa vie. La différence, c'est qu'à l'époque, je luttais pour moi-même, pour mon nom et ma carrière. Maintenant, je me battrai pour l'avenir éducatif d'un pays entier. La responsabilité est écrasante. Et c'est précisément pour ça que tu es la personne qu'il faut pour l'assumer, insista Manuel. Parce que tu sens le poids de cette responsabilité. Parce que tu comprends qu'il ne s'agit pas de pouvoir, mais de service. Au cours des semaines suivantes, Carmen a tenu de nombreuses réunions avec des membres du gouvernement et des conseillers en matière d'éducation. Elle a exigé des garanties d'indépendance, un budget suffisant pour mettre en œuvre des réformes significatives et un mandat clair pour donner la priorité à la qualité de l'éducation au-dessus des intérêts politiques à court terme. À sa grande surprise, ces conditions ont été acceptées avec enthousiasme. Le pays, après des années d'expérimentation éducative infructueuse, était prêt pour une approche basée sur des preuves et axée sur les résultats, tant scolaires que humains. Le jour de sa nomination, Carmen a reçu un message inattendu. C'était un email de François Dupont, son ancien adversaire. Il lui souhaitait brièvement et sans fioriture du succès dans ses nouvelles fonctions et reconnaissait que, malgré leurs différents passés, elle était probablement la seule personne capable de mettre en œuvre les changements dont le système éducatif français avait désespérément besoin. « Il y a une étrange justice poétique dans tout ça », commenta Carmen à Manuel, alors qu'elle se préparait pour la cérémonie de prestation de serment. « L'homme qui a essayé de détruire ma carrière dans l'éducation reconnaît maintenant que je suis la bonne personne pour diriger l'éducation nationale. »« Ce n'est pas si surprenant, » répondit Manuel. « Même dans ses pires moments, François n'a jamais douté de ton intelligence. Il craignait juste qu'elle n'éclipse la sienne. Et maintenant qu'ils ne sont plus en compétition sur le même terrain, il peut admettre ce qu'il a toujours su. » La cérémonie de prestation de serment fut simple, mais émouvante. Carmen choisit un tailleur bleu marine, élégant mais sobre, et emporta avec elle le vieux cartable en cuir que son père lui avait offert, désormais restauré, mais conservant son caractère original. C'était un rappel tangible de ses origines et de ses valeurs. Parmi les assistants, outre les autorités et les politiciens, se trouvèrent de nombreux protagonistes de son histoire personnelle, Lucie et Paul, maintenant de jeunes professionnels engagés dans le changement social. Monsieur Dubois, qui avait fait le voyage depuis sa ville natale, où il profitait de sa retraite, Isabelle Moreau, dont le programme de littérature et de mathématiques était devenu un modèle d'innovation interdisciplinaire, et même Diego Herrera, l'ancien proviseur, visiblement plus fragile mais avec la même dignité sereine. À la fin de son serment, Carmen prononça un bref discours qui émut beaucoup de monde et déconcerta certains politiciens chevronnés habitués à une rhétorique grandiloquente et à de vagues promesses. « J'assume cette fonction non pas comme une réussite personnelle, mais comme une responsabilité collective, » commença-t-elle. « L'éducation n'est pas un champ de bataille pour des idéologies opposées, mais le fondement sur lequel nous construisons notre avenir commun. » Elle fit une pause, regardant directement les personnes présentes sans se référer à ses notes. « Je vous parlerai avec la même honnêteté que j'utilise avec mes élèves. Le système éducatif français n'a pas besoin d'une réforme de plus. Il a besoin d'une transformation profonde. Nous ne pouvons pas continuer à préparer nos jeunes à un monde qui n'existe plus, avec des méthodes conçues pour une société industrielle qui a été remplacée par une société de la connaissance. Cette transformation ne sera ni facile, ni rapide. Elle exigera l'effort coordonné des éducateurs, des familles, des élèves, des entreprises et de toute la société. Elle exigera que nous surmontions la tentation de rechercher des solutions simplistes à des problèmes complexes. Et surtout, elle exigera que nous mettions le bien-être et le développement intégral de chaque élève au centre de toutes nos décisions. Sa voix, normalement douce mais ferme,
acquit une intensité qui capta l'attention de tous les présents. En tant qu'éducatrice, j'ai vu le pouvoir transformateur de la connaissance. J'ai vu comment un jeune esprit s'illumine en comprenant un concept complexe, comment la confiance grandit lorsque des défis intellectuels sont surmontés, comment l'empathie s'épanouit lorsque la pensée critique est encouragée en même temps que la responsabilité éthique. C'est le type d'éducation que chaque enfant et jeune Français mérite. Non pas une éducation qui les prépare simplement à réussir des examens, mais une qui les prépare à contribuer de manière significative à un monde de plus en plus complexe et interconnecté. Une éducation qui éveille non seulement les esprits brillants, mais aussi les cœurs compatissants. Elle conclut avec une promesse simple mais puissante. Mon engagement est de travailler sans relâche pour qu'aucun talent ne se perde par manque d'opportunités, pour qu'aucune vocation ne soit tronquée par des barrières socio-économiques, pour qu'aucun esprit brillant ne reste invisible devant un système qui n'a pas su le reconnaître. Et pour tenir cet engagement, j'aurai besoin de la collaboration de vous tous, car l'éducation n'est pas la responsabilité exclusive du ministère, mais de toute la société. Les applaudissements qui suivirent furent sincères et prolongés, même de ceux qui étaient venus avec scepticisme. Il y avait quelque chose dans l'authenticité de Carmen, dans sa combinaison unique de brillance intellectuelle et de chaleur humaine, qui désarmait même les critiques les plus dures. Les premiers mois en tant que ministre furent aussi difficiles que Carmen l'avait anticipé. Elle dut faire face à la résistance des syndicats craignant le changement, à l'opposition des secteurs conservateurs qui la considéraient comme trop progressiste, et à l'impatience des réformateurs radicaux qui la trouvaient trop modérée. Mais Carmen, fidèle à sa nature mathématique, aborda chaque problème comme une équation complexe, en la décomposant en ses variables essentielles, en identifiant les schémas sous-jacents et en recherchant des solutions qui satisfaisaient de multiples contraintes simultanément. Elle a mis en œuvre un programme innovant de développement professionnel des enseignants, en relevant les normes de formation, mais aussi en améliorant de manière significative les conditions de travail et la reconnaissance sociale des éducateurs. Elle introduisit un nouveau programme qui équilibrait la rigueur académique traditionnelle, avec des compétences du XXIe siècle, telles que la pensée critique, la créativité, la collaboration et la citoyenneté numérique. Elle réinventa le système d'évaluation, passant des épreuves standardisées par cœur à des évaluations plus holistiques qui valorisaient à la fois le processus et le résultat. Et fidèle à ses origines et à ses expériences, elle mit un accent particulier sur les programmes d'équité éducative, veillant à ce que les élèves issus de milieux défavorisés reçoivent le soutien supplémentaire nécessaire pour développer pleinement leur potentiel. Car Carmen n'oublia jamais qu'elle-même, la petite fille de Belleville qui marchait 45 minutes jusqu'à son école parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les transports en commun, aurait pu se perdre dans les failles du système si elle n'avait pas eu le soutien de quelques éducateurs exceptionnels qui avaient vu au-delà de ses origines. Une de ses initiatives les plus controversées, mais finalement les plus réussies, fut le programme Mentes Invisibles, conçu pour identifier et nourrir les talents exceptionnels dans les milieux défavorisés. Le programme combinait une identification précoce des capacités avec un mentorat personnalisé, des ressources éducatives enrichies et un soutien socio-émotionnel tant pour les élèves que pour leurs familles. Le véritable gaspillage éducatif, expliquait Carmen dans les forums où elle défendait le programme, ce n'est pas seulement que certains élèves échouent scolairement, c'est que beaucoup de nos talents les plus brillants n'arrivent jamais à se découvrir, que des esprits exceptionnels restent invisibles parce que le système n'est pas conçu pour les reconnaître quand ils se présentent sous des formes qui ne correspondent pas à nos attentes traditionnelles. Au milieu de sa deuxième année en tant que ministre, alors que certaines de ses réformes montraient déjà des résultats préliminaires prometteurs, Carmen reçut une visite qui allait boucler une boucle importante dans sa vie. Lucie, son ancienne élève et maintenant brillante mathématicienne chercheuse, vint la voir avec une proposition précise. « J'ai travaillé sur un algorithme », expliqua la jeune femme avec l'enthousiasme que Carmen se rappelait si bien. Un système qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter des schémas de potentiel académique que les méthodes traditionnelles passent souvent inaperçues. Nous l'avons testé dans plusieurs lycées pilotes et les résultats sont fascinants. Carmen écouta attentivement,
pendant que Lucie détaillait comment son système avait identifié des dizaines d'élèves aux capacités exceptionnelles qui avaient été étiquetés comme moyens ou même problématiques par les méthodes d'évaluation conventionnelles. « C'est comme si nous avions créé un détecteur d'esprits invisibles », conclut Lucie, « et j'aimerais l'offrir en complément du programme que vous avez mis en œuvre. » Carmen sourit, profondément émue par la symétrie du moment. Des années auparavant, elle avait été un esprit brillant invisible pour beaucoup. Maintenant, son ancien élève, qu'elle avait aidé à découvrir son propre potentiel, créait un outil pour s'assurer que d'autres esprits comme le sien ne passent pas inaperçus. Vous savez ce que cela signifie, Lucie? C'est bien plus qu'un algorithme. C'est une façon de démocratiser l'excellence, de s'assurer que le talent s'épanouisse quel que soit le code postal où il est né. Lucie acquiesça, les yeux brillants. Exactement. Et tout a commencé avec vous, professeur. Avec ces conversations après les cours, quand vous m'avez montré que les mathématiques étaient bien plus que des formules à mémoriser. Quand vous m'avez appris à voir des schémas là où d'autres ne voyaient que des nombres. Le système, développé par Lucie, après des tests et des raffinements rigoureux, est devenu un composant clé du programme Mente Invisible. Et au cours de sa 3e année de mise en œuvre, les résultats furent si concluants que même les critiques les plus sceptiques durent reconnaître sa valeur. Une augmentation de 300% de l'identification des élèves à fort potentiel dans les communautés défavorisées, et ce qui était encore plus important, une augmentation significative du maintien en poste et de la réussite scolaire de ces élèves. Un après-midi de printemps, alors que Carmen examinait les dernières données du programme dans son bureau ministériel, elle reçut une autre visite inattendue. C'était Paul, qui dirigeait désormais un important média numérique spécialisé dans l'éducation et l'innovation sociale. « Madame la ministre Vega », salua-t-il avec un sourire qui conservait quelque chose de l'espièglerie de son adolescence. « Je viens vous proposer une interview pour une émission spéciale que nous préparons. 5 ans qui ont transformé l'éducation française. » Carmen l'invita à s'asseoir, observant comment ce jeune homme défiant était devenu un professionnel, respecté sans perdre son esprit critique et sa passion pour la vérité. 5 ans. Ça ne fait que 3 ans qu'on met les réformes en œuvre, Paul. Et bien que je sois fier de ce qui a été accompli, il reste encore beaucoup à faire. Je sais, mais ce que vous avez accompli en 3 ans, c'est plus que ce que d'autres ont réalisé en des décennies. Paul activa son enregistreur. Si vous me permettez la première question, quel moment identifiez-vous comme le catalyseur de tout ce processus de transformation? Carmen réfléchit un instant. Beaucoup de gens s'attendraient à ce que je dise le jour où j'ai été nommé ministre, ou peut-être quand nous avons mis en œuvre la première phase des réformes. Mais la vérité, c'est que le catalyseur a été un moment apparemment qu'un négatif, lorsque j'ai été faussement accusé et suspendu du lycée Louis-le-Grand. Paul haussa les sourcils, surpris par la réponse. Pourquoi ce moment et pas un autre plus positif? Parce que c'est à ce moment que j'ai compris, de la manière la plus viscérale possible, que les systèmes ne changent pas simplement parce qu'il existe de meilleures alternatives. Ils changent quand quelqu'un a le courage de s'opposer à ce qui est établi, même au risque personnel, et de démontrer qu'une autre voie est possible. L'entretien dura plus de 2 heures, couvrant non seulement les aspects techniques des réformes éducatives, mais aussi les réflexions personnelles de Carmen sur le leadership, la résistance au changement et le délicat équilibre entre préserver ce qui est précieux du passé tout en construisant un avenir plus équitable et plus efficace. À la fin, Paul posa une dernière question. Si vous pouviez envoyer un message à cette professeure invisible qui marchait dans les couloirs du lycée Louis-le-Grand il y a des années, en se sentant méprisée et isolée, que lui diriez-vous? Carmen sourit, un sourire qui reflétait la sagesse acquise grâce à des expériences à la fois douloureuses et triomphales. Je lui dirais que chaque pas qu'elle fait, aussi solitaire qu'il puisse paraître, trace un chemin que d'autres pourront suivre, que son invisibilité est temporaire, mais que son impact peut être permanent, que ce qui semble être sa plus grande faiblesse, être différente, penser différemment, agir différemment, est en réalité sa plus grande force, et surtout, je lui dirais de faire confiance à son esprit brillant, non seulement pour résoudre des équations, mais pour réinventer et reconstruire un monde plus juste où aucun autre esprit ne reste invisible. Paul éteignit l'enregistreur, visiblement ému.
Ce message n'est pas seulement pour cette professeure du passé, n'est-ce pas? Il est pour tous ceux qui, en ce moment même, se sentent invisibles dans leur salle de classe, dans leurs emplois, dans leur communauté. Exactement, car si mon histoire nous enseigne quelque chose, c'est que l'invisibilité n'est jamais la fin de l'histoire. Parfois, ce n'est que le commencement. Au crépuscule, après le départ de Paul, Carmen resta un instant près de la fenêtre de son bureau, contemplant l'horizon de Paris, la ville qui avait été le théâtre de sa lutte, de sa chute et de son ascension. La ville où, en ce moment précis, des milliers d'étudiants comme elle l'avaient été, de professeurs comme elle était devenue, continuaient leur propre bataille, visible et invisible. Sur sa table de travail, à côté de complexes documents de politique éducative, reposait une petite boîte en bois. À l'intérieur, elle gardait des objets qui lui rappelaient de son parcours. La craie avec laquelle elle avait écrit sa première équation au tableau du lycée Louis-le-Grand, une copie de la clé qui avait été placée dans son cartable, une photographie avec ses premiers élèves, le programme du documentaire de Paul, de petits talismans qui lui rappelaient que la véritable transformation n'est jamais uniquement institutionnelle, mais profondément personnelle. Que derrière chaque politique réussie, chaque réforme mise en œuvre, chaque statistique améliorée, il y avait des histoires humaines, des histoires d'esprit qui s'illuminaient, de cœurs qui s'ouvraient, de vies qui changèrent de cap. Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, Carmen Vega, celle qu'on appelait autrefois la professeure invisible, savait avec certitude que sa plus grande réussite ne résidait pas dans les titres qu'elle portait désormais, ni dans les reconnaissances qu'elle avait accumulées, mais dans tous ces esprits brillants qui, grâce à son travail et à son exemple, ne seraient plus jamais invisibles. Félicitations. Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.